carrément. Là, depuis quelques mois, je travaille sur une nouvelle série. C'est la première fois que je travaille sur une série qui me prend autant de temps, parce que je prévois de la faire jusqu'à au moins le mois de juin. Et c'est une série sur le coming in des femmes bi et lesbiennes. L'idée, c'est de mettre en image ces histoires, ces parcours de vie qui sont tous différents et intéressants. Et même s'il y a des choses parfois un peu compliquées, difficiles, mais c'est quand même très joyeux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. La photographie dans Friends, c'est un peu inédit aujourd'hui. C'est inédit parce que c'est très ancré dans une époque. Dans les années 90, alors je vais dire une banalité, mais il n'y avait pas de smartphone, Instagram, BeReal. Il y avait les Polaroids, les appareils photo jetables et les albums photos. Dans les 10 saisons, je m'avance peut-être un peu, mais j'ai pas trouvé de référence aux appareils photo numériques par exemple. Et pourtant, coïncidence rigolote, le premier appareil photo numérique couleur grand public produit par Apple sort en 1994, soit, tu devrais le savoir si tu es une assidue de ce podcast, la même année que Friends. Dans le monde de la série, la photographie est analogique, ou plutôt argentique. Joey démarche avec des tirages de shooting, payés par Chandler. Monica trie ses photos dans des boîtes en carton plutôt que des dossiers. On a les albums photos de son enfance. Et quand on se fiance, on va chez le photographe pour se faire tirer le portrait. Parce que oui, on parle de photos amateurs, de famille, mais on parle aussi de photos professionnelles, que ce soit les portraits de Joey, le photographe au mariage de Monica et Chandler, ou le fameux portrait de couple de ceux-là même pour annoncer leur fiançailles. Et si dans How I Met Your Mother, Barney ne peut pas prendre une mauvaise photo, il semble que pour Chandler, il soit au contraire impossible de prendre une bonne photo, même chez un pro. Et photographe professionnel, c'est ce qu'elle est justement. Salut Alice. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Presque bien. Avec oui. La voix un peu... Mais on va y arriver. Ouais, la voix un peu éraillée. Mais c'est parfait. C'est très radiophonique, la voix éraillée. On aime beaucoup. Merci d'être dans Friendzone. Je le rappelle, c'est un podcast qui revisite la série Friends au travers des gens qui la regardent ou l'ont regardée et qui partagent dans leur vie un aspect essentiel ou anecdotique avec elle. Et avant de parler photo et plonger de l'autre côté du miroir avec toi, Alice, commençons par le commencement. Ton histoire avec Friends, elle a débuté quand ? Alors, je me souviens pas exactement. En fait, je regardais pas quand j'étais petite ou j'ai dû tomber sur des épisodes à la télé. C'est arrivé en 96 en France, c'est ça ? Ouais, 96. Ouais. Donc, j'avais 8 ans et j'appelais ça friand. Voilà. Et par contre, je me revois plus tard, adolescente, en vacances avec des copines, regarder toute la saison 10 parce que l'une d'entre elles avait eu le DVD pour Noël. Et donc, en fait, la journée, on sortait, on traînait, et je nous revois vraiment le soir, tous les soirs, après dîner, la grand-mère allait se coucher, puis nous, on se mettait sous des plaids et on regardait la saison 10. Et voilà, ça, c'est vraiment le premier gros souvenir que j'ai de Friends. Et j'ai vraiment découvert la série vers 22 ou 23 ans, où j'ai regardé tous les épisodes à la suite. Et là, depuis quelques années, je regarde la série tout le temps. Je suis devenue une de ces personnes qui regardent Friends un peu en continu. Par exemple, dans quelle situation ? En fait, au début, à chaque fois que je recommence à regarder, c'est quand je suis malade ou que j'ai fait la fête la veille. Enfin, quand je suis dans une situation où je veux juste comater sur mon canapé et que je veux pas regarder un truc qui me demande d'être attentive. Et donc, en général, je relance Friends à ce moment-là et hop, c'est reparti pour 10 saisons. Et quand ça se finit, je me dis, bon, là, je vais faire une pause quand même. Et puis, je pars, 2 mois après, je suis malade et hop, c'est reparti. Puis la dernière fois, soyons honnêtes, j'ai fini la saison 10, j'ai recommencé la saison 1. C'est ce que j'allais te demander, Ouais. ça, parce que moi, c'est ce que je fais. Je peux pas finir l'épisode, le dernier épisode de la saison 10 sans relancer tout de suite le premier après, parce que sinon, je suis perdu. Ah ouais, faut remonter à cheval tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça. C'est genre, non, je veux pas qu'ils partent. Donc, tu les vois partir et pouf, tu relances et là, ils sont là et c'est fou. C'est bien, c'est rassurant. Oui, maintenant, j'arrête d'être, hypocrite avec moi-même ou de me leurrer. Je relance tout de suite. Mais oui, on avait dit que je parlerais d'How I Met parce que tu as parlé d'How I Met dans l'intro. Et moi, j'étais vraiment plus team How I Met quand c'est arrivé. Je sais qu'il y avait plein de gens qui étaient en mode tu préfères How I Met ou Friends, et il y avait plein de copines qui étaient Friends 1000 fois.
Et moi, c'était vraiment How I Met, ma série préférée que j'ai vue 15 000 fois, j'ai appris à parler anglais avec. Et bizarrement, aujourd'hui, je ne peux plus du tout... Enfin, c'est pas bizarrement, en fait. Je peux plus du tout la regarder parce que je trouve qu'elle est devenue tellement problématique. Enfin, elle l'a toujours été, mais... Alors que Friends, il y a plein de trucs qui sont problématiques, mais... En fait, je trouve que ça reste gentil par rapport à How I Met. Je pense qu'ils sont moins problématiques. Alors, il y a des sujets un peu transverses comme la grossophobie, la transphobie, la lesbophobie. qui sont vraiment là tout au long de la série. Mais avec parfois, alors pour la grossophobie, non, mais pour la lesbophobie et la transphobie, moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu sur une ligne. C'est-à-dire que des fois, clairement, c'est problématique envers les personnes concernées, mais d'autres fois, c'est plus de Ross notamment qu'on se moque pour pour ses préjugés, ses réactions de rejet, etc. Et dans How I Met, c'est problématique à tellement de niveaux, tout le temps, et c'est de ça qu'on rit. C'est vraiment de... Ouais. Non, c'est fou, parce que moi, vraiment, Barney me faisait hurler de rire, et là, vraiment, je n'ai pas sorti un rire quand j'ai regardé les 3-4 premiers épisodes, et après, j'ai arrêté, parce que vraiment, j'étais là, mais en fait, c'est un violeur. Enfin, vraiment... Et oui, et je trouve que Friends, en fait, c'est dommage parce que du coup, il y a tous les côtés problématiques et en même temps, en fait, ils montrent un couple de femmes, ils montrent un mariage lesbien, ils montrent une femme trans. Alors bon, malheureusement, ils l'appellent pas du tout comme ça et personne la genre au féminin. Mais voilà, il y a un peu cet équilibre, je trouve. Et par ailleurs, et c'est un épisode moi que j'aimerais beaucoup faire avec une personne trans et si possible une femme trans d'ailleurs. Mais je trouve que même si effectivement, comme tu dis, il la met genre tout le temps, ils font que des blagues sur le fait que c'est un ancien homme, son ex-femme la dead name, enfin bref, rien ne va. Mais elle n'est jamais présentée comme une victime. Oui. Et c'est un peu pareil, je trouve, pour le couple Carole-Suzanne. J'en ai pas mal parlé avec Pamela et Salomé dans un épisode précédent, mais c'est vraiment ce côté, les personnages qui sont un peu stigmatisés et qui sont un peu au cœur des thématiques problématiques, sont quand même souvent des personnages qui s'assument complètement et ne font pas de concessions sur ce qu'ils ou elles sont, quoi, je trouve. Et qui sont hyper stylés. Et qui sont stylés, on les adore. Ouais, parce que la mère, du coup, père de Chandler, c'est compliqué, du coup, de la nommer correctement, puisque la série ne le fait jamais, mais elle est incroyable. Son show à Las Vegas est génial. Quand elle est au mariage... Elle a une répartie hyper cinglante. Moi, j'adore quand elle est là. Ouais. Et l'actrice qui la joue, puisque en l'occurrence c'est une actrice qui la joue, et une actrice assez géniale aussi. Évidemment, il faudrait que je sache le nom, mais je le connais pas. Et je reviens donc à toi. Tu dis donc aujourd'hui Friends est tout le temps partout dans ta vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu as déjà eu des réflexions de gens sur le fait que tu regardais trop Friends? Bien sûr, à mon coloc. Alors, il a arrêté de se moquer de moi, mais pendant un moment, enfin, c'est pas qu'il se moquait, mais vraiment, il me regardait de manière très dubitative et il me disait, mais tu veux pas regarder autre chose? Mais j'ai un argumentaire tout à fait construit pour expliquer. Déjà, je suis, on va dire, une ancienne série addict. Vraiment, je me suis soignée, mais j'ai passé un nombre d'heures incalculable à regarder des séries et je ne veux plus faire ça. Donc Friends, c'est vraiment la série que je mets souvent quand je mange ou vraiment quand je suis très fatiguée, que j'ai envie de... Enfin voilà, comme je disais. Mais par contre, quand j'ai fini de manger, peu importe où j'en suis dans la série, dans quel épisode, je mets pause et je retourne faire ce que j'étais en train de faire. Donc ça ne me bloque pas dans ma vie. Et en plus, j'ai l'impression de passer un moment de déjeuner avec des copains. Avec des gens sympas. Voilà. Voilà, c'est ça mon argumentaire. Et du coup, mon coloc, Jérémy, a arrêté de se moquer de moi parce que je regardais Friends tout le temps. Puis, soyons honnêtes, je pense qu'on est des milliers, voire des millions à faire ça à travers le monde. Oui. Donc, le jour où on décide de sauver le monde plutôt que regarder Friends, je dirais plus aucun problème qui nous résiste. Juste faudra qu'on arrête de regarder Friends. Ouais. Ça, c'est pas gagné. Non, évident. Donc, justement, l'épisode qu'on a regardé, c'est celui... Alors, je sais pas si toi, t'en vois d'autres, mais moi, c'est celui où je trouve que le photographe ou le fait de prendre en photo est quand même très central. En tout cas, c'est clairement toute
tout l'arc narratif de l'épisode autour de Monica et Chandler, c'est autour de leur projet de photo de fiançailles. Et peut-être que pour commencer, on va se mettre dans l'ambiance en écoutant le moment où ils en discutent. Oh, my mom called. They're going to run our engagement announcement in the local paper, so we're looking for a good picture of us. Ooh, I'm afraid that does not exist. That's not true. They're great pictures of us. No, there are great pictures of you standing next to a guy who's going like this. Oh, my God. That's the creep that you're with at the Statue of Liberty. Petit résumé, donc Chandler arrive et discute avec Monica de leur fiançailles et Monica annonce que ses parents veulent publier, je ne sais pas qui fait ça, dans un journal, l'annonce des fiançailles avec une photo et qu'elle cherche une photo. Et Chandler lui dit que ça ne doit pas exister parce qu'il est incapable de prendre une bonne photo. Monica lui dit mais si enfin, et Chandler lui dit non, ça ressemble à ça, donc il fait une grimace et Phoebe dit oh c'est le mec bizarre avec qui t'étais à la Statue de la Liberté. Tu es photographe. Oui. Ça fait longtemps déjà que tu es photographe? Alors je saurais pas dire à partir de quand j'ai réussi à dire que j'étais photographe, mais la photo fait grandement partie de ma vie depuis un peu plus de 5 ans. Pour reprendre l'extrait, on voit qu'il y a une espèce d'aversion qui est le cas de beaucoup de gens. En tout cas, moi, je m'y retrouve dans cette impossibilité de prendre de bonnes photos, enfin de se faire bien prendre en photo plutôt. Quel a été ton rapport avec la photographie déjà, toi, avant que tu te dises photographe? En tant que personne prise en photo, je suis pas très à l'aise devant un objectif. Je sens que je me crispe dès que je sens un appareil sur moi et moi, j'arrive pas du tout à sourire avec les dents, quoi. Et par contre, j'ai toujours aimé prendre des photos. Enfin, ado, j'avais un appareil photo en petit numérique là et j'ai des tonnes et tonnes de dossiers sur mes potes. Enfin, j'ai toujours bien aimé prendre des photos et garder les souvenirs en fait. Tu es maintenant photographe. Comment ça se passe ton métier? C'est les gens viennent te voir pour prendre des photos? C'est toi qui as des projets? C'est comment? Je fais beaucoup de portraits. Ce que je propose, on va dire professionnellement, je fais du portrait du book comédien-comédienne. Lundi, cette semaine, j'ai eu ma première commande portrait pour la presse. Ok. Je suis ravie. Tu peux dire quel journal, magazine? Ouais, le journal Le Temps en Suisse. Ok. Et qui viennent là de m'appeler avant d'arriver ici pour me proposer un reportage photo la semaine prochaine. Donc, vraiment, je suis trop contente. Stylé. Ouais. Félicitations. Merci. Donc tu fais du studio et du... Je sais pas comment on dit, pas studio. de l'IRL. Je sais pas, du décor naturel. Et si oui, et tu me demandais pour les... Et en fait, je fais des projets perso aussi, où c'est moi qui démarche pour trouver des modèles pour des séries photos. Là, c'est des projets artistiques avec un axe précis. Voilà. On va peut-être pour l'instant se concentrer un peu sur la partie portrait. Ouais. Déjà, moi, c'est quelque chose... Alors, dans ma tête, c'est quelque chose qui avait un peu disparu. Et je sais pas ce que t'en penses, toi, ou comment tu l'as vécu dans ton adolescence avant de devenir professionnel et de faire ça. Mais c'est vrai que j'avais une idée, cette image du photographe dans une galerie marchande, un peu pourrie, où tu vas faire tes portraits pour tes cartes d'identité et qui ont toujours des décors atroces à te montrer, qui sont les mêmes que tu avais quand tu étais enfant à l'école. Je sais pas si tu as eu ça aussi. Moi, j'ai eu des photographes qui venaient à l'école me tirer le portrait. Ouais. Et tu vois, j'avais tout cet imaginaire-là qui est, quand je regarde Friends, c'est un peu celui de l'épisode. Ouais, carrément. C'est vraiment le décor, rien ne va, la pose qui fait prendre tout le matériel et tout. Et pour moi, c'était un peu... c'était ça, le photographe professionnel. J'entends au sens d'avoir un studio photo et des gens qui viennent. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ton travail, on les renverra vers Instagram, évidemment, il y aura les liens et tout, mais ce n'est pas ça que tu fais. Tu n'es pas là pour ça, tu fais des portraits, mais ça ne ressemble pas du tout au portrait que ma grand-mère a chez elle de moi quand j'avais 8 ans. Dans ma tête, ça a un peu disparu, et c'est que très récemment, alors je ne sais pas si c'est une question d'âge, mais que j'ai commencé à avoir des gens autour de moi qui demandaient à des photographes de venir hors événement, mariage et compagnie, quoi. Et juste pour des moments de vie, avoir des photos qui leur rappellent, là par exemple les fiançailles, ma sœur l'a fait pour ses fiançailles, elle l'a fait aussi pour... quand elle était enceinte, pour la naissance, tu vois, c'est ces moments immortalisés par des particuliers qui vont chercher un regard professionnel et artistique de fait aussi là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est revenu? Est-ce que toi, tu as toujours connu ça et c'est pour ça que tu t'es dirigé vers ça? Est-ce que c'est une impression que moi, qui est ce truc que les photographes étaient une espèce en voie de disparition?
Alors c'est sûr, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être photographe aujourd'hui qu'à une certaine époque. Effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui vont dire non mais moi tu me donnes un appareil photo et je peux le faire, ou on fait pareil avec nos téléphones. Donc je pense qu'il y a moins de demandes, mais effectivement, en fait c'est un peu un luxe que les gens s'offrent pour, comme tu dis, des événements particuliers comme des fiançailles, un mariage. Les photographes de mariage, ça n'a jamais disparu. Non, photographe de Ouais. mariage, mais c'est vraiment le truc Et- particulier ouais. et on sort justement de cette image du studio photo, quoi. Mm. Là, c'est... Mais les photos de grossesse, je pense que ça n'a pas trop disparu non plus. Après, il y en a peut-être moins qu'avant, mais c'est quand même un moment que les gens veulent souvent marquer, dont ils veulent garder le souvenir. Et oui, et aller chez un ou une photographe, c'est vraiment se faire un cadeau, quoi, un peu luxueux, parce que on n'en a pas besoin, effectivement, on peut en faire avec notre téléphone. Donc oui, Ton ratio, toi, de particulier par rapport à des demandes plus professionnelles, notamment comédien-comédienne, où là, on voit effectivement l'intérêt quand on fait un métier d'image, d'avoir une image saisie par quelqu'un qui a l'œil, on va dire. C'est quoi, tu saurais dire? Moi, je fais pas, j'ai pas de demande pour des photos justement de grossesse ou de mariage. Enfin, D'accord, on m'a déjà c'est- demandé, mais je dis non. Tu dis non, ok. Et j'ai déjà fait pour des potes. Tu vois, si des amis me demandent. En vrai, si on me demande des photos de grossesse dans mon style, je dirais oui. Par contre, en fait, chaque photographe a sa patte. Et je pense que les photos de grossesse, c'est tout un secteur dont je ne fais pas partie. Ok. Mais tu fais des portraits quand même de particuliers ou juste quelqu'un qui veut une jolie photo pour LinkedIn? Ouais, ça m'arrive ces derniers temps. Là, ça m'arrive de plus en plus, notamment des potes qui veulent des photos pour LinkedIn. Ou juste, là, j'ai un ami qui m'a commandé un shooting pour se faire plaisir. C'est bien que tu parles de shooting. On assiste du coup dans cet épisode à un shooting avec Chandler et Monica et ça se passe, on va dire, moyennement bien. Great. That's great, Monica. Great. Now, Chandler, you want to give us a smile? Okay. I'm sorry, is the seat uncomfortable? No, I am. Chandler, Chandler, sweetie, I know you can do this, okay? You have a beautiful smile. I do? Yeah. All right, maybe you don't have to smile. Let's try something else. Let's try looking sexy. Okay. Or not. Visiblement sexy, ça ne marche pas. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils sont dans le studio, le photographe prend des photos, propose à Chandler de sourire, puisque c'est quand même ses fiançailles. Chandler sourit comme il le fait quand il est pris en photo, c'est-à-dire bizarrement. Et voilà, il y a un petit échange autour de ça, et finalement, Monica lui demande, essaye d'avoir l'air sexy, ou pas. Ce serait mieux peut-être pas, finalement. Comment se passe un shooting photo avec quelqu'un qui est pas à l'aise? On essaye de le ou la mettre à l'aise. Non, mais quand je sens que... En gros, ça se sent tout de suite, quoi. Dès que je braque l'appareil photo sur une personne, je sens, même avant, mais comment elle réagit. L'idée, c'est de beaucoup lui parler pour déjà un peu détourner son attention. Je vais tout dévoiler, après les personnes vont capter. C'est ça, et tout le monde va dire enfin, ça y est, je peux vraiment faire des photos avec mon iPhone comme les vrais photographes. On n'a plus besoin. Je vais contribuer à la fin de ce métier que je croyais déjà disparu. Je veux juste aligner mes croyances et le monde. Non, mais je suis pas pour la culture de garder secret. Non, l'idée, ça va être de créer un cadre de confiance. Je pense que ça se passe dès que la personne arrive et que je lui ouvre la porte. J'essaye d'être chaleureuse, de tout faire pour... d'être dans la bienveillance aussi, de faire comprendre à la personne que s'il y a n'importe quoi qui la gêne, de mettre un cadre bienveillant et aussi de dire que des choses positives, de mettre la personne en confiance. Si tu as un conseil pour les gens qui se font prendre en photo, on va déjà écouter celui de Joey. Oui. Et puis après, tu donneras vraiment un conseil pour quand on nous prend en photo et qu'on n'a pas quelqu'un qui est douce, attentionnée et bienveillante et qui a 1h30 avec nous pour finalement prendre le moment où on ressemblait pas à une vieille chaussette, on l'écoutera. All right. You want to know what I do when I take resume shots? Borrow money from me? Okay. First of all, you want to make it look spontaneous, right? Okay, so here's what I do. I look down,
Look down, keep looking down, then I look up. See? All right, now you try. Look down. You're looking down, keep looking down. Why is there jelly on your shoe? I had a donut. Voilà, à la fin, c'était petit bonus. Ce qui se passe, c'est donc Chandler vient demander conseil à Joey qui, lui, a l'habitude d'être pris en photo, puisqu'on rappelle qu'il a d'ailleurs été pris en photo aussi pour une campagne de pub contre les maladies vénériennes. Donc, il lui dit le meilleur moyen de paraître naturel, c'est que ça soit spontané. Donc, on regarde en bas, on regarde en bas, on regarde en bas, on relève la tête et on sourit. Et là, ça marche. Et Chandler va pour le faire et remarque une tache de confiture sur la chaussure de Joey qui vient de manger un donut. Voilà, c'était la chute. Est-ce que c'est un bon conseil ? Ben oui. C'est marrant, quand j'ai revu l'épisode d'hier, je me suis dit, mais il a raison. Moi, je fais un peu ça, notamment avec les comédiennes avec qui on fait des books. Je leur propose souvent de fermer les yeux et un peu de charger une émotion et ensuite d'ouvrir quand ils veulent. Ça permet aussi un peu d'oublier l'appareil photo qui est braqué sur nous, de se détendre un peu. Donc, ouais, c'est un bon conseil, ouais. Donc, on a ces quelques conseils pour avoir une très belle photo LinkedIn après ce podcast. Est-ce que tu as besoin de trouver toutes les personnes que tu photographies belles pour faire de belles photos ? Je pense qu'il faut trouver la façon de les trouver belles. En fait, j'en discutais récemment avec des modèles là, justement, qui me disaient mais ça n'existe pas la photogénie, tout le monde est photogénique. Alors non. Il y a vraiment des personnes qui sont trouvées majoritairement très belles dans la vie et qui ne sont pas très photogéniques. Et l'inverse est tout à fait vrai aussi. En fait, la photo, c'est vraiment un moment figé avec une lumière qui arrive de telle manière sur le visage. En fait, c'est beaucoup de paramètres. Et du coup, moi, quand je photographie la personne, les premières secondes, je vais lui demander de prendre la lumière de différentes façons pour trouver celle qui lui va à elle. Et je pense que, par contre, on peut faire des belles photos de tout le monde. Tu travailles, toi, en lumière studio, du coup. Ouais. Comment t'en es arrivé là, dans ton parcours esthétique, j'ai envie de dire ? Comment ça s'est construit ? J'ai commencé par faire des photos en extérieur, parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple. Donc, j'ai fait une série qui s'appelle « Les femmes réinvestissent la rue ». Comme ça, on pouvait faire des photos dehors. Habile. Voilà. Donc, sur la place des femmes dans les espaces publics. Et un an après, donc ça c'était en 2019, et à l'automne 2020, j'ai fait une formation de quelques jours au Gobelin. Et là, j'ai découvert la photo studio et je me suis dit, mais c'est génial. Et du coup, j'ai commencé à accrocher des draps chez moi. J'ai acheté 2 loupiottes vraiment nulles sur Le Bon Coin. J'ai accroché des draps et j'ai commencé à faire des photos de mes potes comme ça. J'ai testé la pose longue à ce moment-là aussi. Après, j'ai laissé un peu tomber la pose longue. J'ai refait une formation de 2 mois là, au Gobelin. Et là, j'ai vraiment beaucoup plus pu explorer et en parallèle faire plein de shootings chez moi. Entre-temps, j'avais acheté du vrai matos, on va dire. Et voilà, ça a été vraiment beaucoup d'expérimentation. J'ai fini par reprendre la pose longue et à trouver mon style, mais vraiment à force de beaucoup de tests et de la découverte de Photoshop pendant ma dernière formation aussi. Tu disais que tu avais découvert la photo ou en tout cas que tu avais pratiqué la photo avec un appareil numérique quand tu étais plus jeune. Tu es toujours resté au numérique ou tu es passé par l'argentique à un moment Dans ma pratique pro, je suis au numérique. Par contre, il y a 1 an et demi, j'ai été pour la première fois à Arles, au festival de photo. Et là-bas, je me suis acheté un argentique. Et donc, depuis, j'ai découvert l'argentique comme ça. Alors, c'est vraiment, je dépose mes pellicules au labo et on me les envoie par scan. Enfin, j'ai pas du tout de labo chez moi. Mais c'est une pratique que j'adore parce que je retrouve le plaisir de... Tu sais, tu déposais ton jetable à la fin des vacances et après, tu étais super excitée en attendant de recevoir tes photos. Et là, vraiment, je redécouvre ça avec l'argentique et j'adore ça. Et du coup, j'en fais de plus en plus, mais vraiment dans mon quotidien. Oui, c'est pas un projet forcément d'aller vers du pro là-dessus. J'imagine que c'est pas forcément très intéressant d'aller sur de l'argentique professionnellement, sauf pour de l'artistique éventuellement. Mais ouais, je sais. En fait, en portraitiste vraiment commercial ou sur vraiment des projets de commande professionnels, tout ça, j'imagine il y a des gens qui font de l'argentique, peut-être dans la mode, tu vois, ouais. mais sur des trucs par de snobisme corpo. un peu. Peut-être, Disons-le. je sais pas. Ou
Je sais pas, j'ai pas envie de. Je suis plus jugeant que Ok. toi. Non. Je comprends. Mais j'avoue que moi, je ne vois pas, en tout cas, l'intérêt de faire de l'argentique dans ma pratique professionnelle. Vraiment pas du tout. En tout cas, c'est pas adapté pour moi. Et par contre, oui, pour de l'artistique, là, je pense qu'il y a plein. En fait, tu retrouves quand même le côté la matière. Tu peux développer de certaines manières. Enfin, là, oui, ça prend plus de sens. Et d'ailleurs, moi, je me dis, toutes mes photos argentiques que je fais un peu toute l'année, peut-être qu'à 60 ans, je retournerai dans mes archives et il y aura des séries à faire. Enfin, voilà, j'exclus pas ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est... et je pense que c'est aussi ce que je voulais dire un peu dans l'intro où je parlais de cette photographie ancrée dans les années 90. Mais de fait, notre rapport à la photo a changé de par le numérique et en plus son intégration dans l'outil qu'on utilise le plus quotidiennement, à savoir notre téléphone, qui n'a de téléphone plus que le nom. Je me posais vraiment cette question de dire à quel moment la photographie a cessé d'être le fait de prendre une image et de la découvrir derrière pour prendre plein d'images et choisir la bonne, quoi. Ce qui était déjà le cas un peu professionnellement en réalité quand il y avait de l'argentique. Mais là, on a développé ça de manière exponentielle. C'est pour ça, quand tu parles de figer le temps, enfin d'un moment figé, je me dis, oui, c'est un peu triché de dire que c'est un moment figé, parce que oui, c'est un moment figé, mais un moment figé qui a été soigneusement sélectionné et pas juste saisi, quoi, quelque part. Un peu, tu vois ce que je veux dire? Après, quand je disais ça, c'était plus par rapport vraiment au fait à l'image des gens, oui. tu vois. Oui, non, je comprends ouais. pourquoi tu l'utilisais et je le détourne un petit peu de ton usage. Mais l'expression en elle-même, qui est quand même l'expression un peu consacrée de la photographie, quoi, vraiment, cette idée de figer le temps, j'ai l'impression que ça nous permet tellement de le manufacturer aujourd'hui, sans même parler de la retouche et tout, juste le fait de pouvoir prendre en photo chaque instant pendant une longue période et de décider quel est le moment parfait. On le voit, je ne sais pas si c'est une fonction que tu utilises si sur smartphone, si tu prends encore des photos, toi, au smartphone, un peu, ou pas du tout? Non. Non, jamais, ouais. Non, mais c'est ça, probablement logique, j'imagine, quand tu as des appareils et que tu sais t'en servir. C'est aussi que j'ai vraiment un téléphone qui fait des photos nulles, soyons honnêtes. Ça peut jouer. Oui. Alors que ça fait une contrainte intéressante, et la contrainte est mère de la créativité. Non, mais je ne sais pas si tu as déjà vu l'usage des fonctions live qu'il y a sur l'iPhone, notamment avec d'autres appareils. Mais ça fait un peu une image qui bouge. Ça fait un mini-film. Oui, alors j'ai vu ça la dernière fois et je me suis dit, mais en fait, on est dans Harry Potter. C'est un peu ça. C'est vrai. C'est un peu ça, c'est vrai. Et où du coup, donc ça prend avant, ça prend après, et du coup, c'est un peu choisissez le meilleur moment de votre photo. En fait. Tu peux en faire une petite vidéo, une petite animation, mais tu peux aussi juste dire, ah mais en fait, c'est ce moment-là que je voulais, quoi. C'est la demi-seconde avant que j'ai appuyé. Et je trouve ça transforme notre rapport à ce média-là. Toi, tu utilises Instagram professionnellement, du coup? Ouais. J'aimerais bien en partir, mais clairement, on me contacte quasiment que sur Instagram pour me commander des shootings, quoi. En fait, moi, vraiment, je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à Instagram. Parce qu'au début, je l'ai installé pour trouver des tatoueurs et tatoueuses. Ok. Et peu de temps après, je me suis acheté mon appareil photo en 2018. Et au bout d'un an, je me suis dit, je fais des photos, tant que je les mette sur Instagram. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai de plus en plus d'amis au début qui me suivaient, qui commentaient mes photos, qui me disaient que c'était cool. Donc ça encourage à continuer. Et puis après, quand j'ai commencé à faire des portraits, là j'ai proposé à des personnes qui étaient un peu suivies de faire des portraits. Moi, ça me permettait d'expérimenter. Et puis clairement, à chaque fois que du coup mes photos étaient partagées, ça me ramenait du monde. Et en fait, tout ça m'a vraiment encouragée ça m'a vraiment poussée à en faire quelque chose de plus grand de plus grand. De plus poussé, on va dire, que faire des photos pour le plaisir le week-end et en vacances. Et c'était aussi un lieu d'inspiration ou ça a été surtout un lieu d'exposition? Oui, j'ai commencé à suivre des photographes dont j'aime le travail. Après ma première formation au Gobelin, on m'a dit, mais tu vois où? Justement, il y a cette question, les inspirations, tout ça. J'étais sur Instagram. Et puis, je pense que j'étais à moins expérimentée de la formation. Et j'étais qu'avec des mecs très condescendants. Des mecs photographes condescendants, quoi? Pléonasme. Mais du coup, on m'a dit, non, mais il faut aller voir des expos. Hein. Donc, j'ai été voir des expos.
C'est vrai que c'est pas mal les expos. C'est pas mal. Faut se lever. Par rapport à Instagram, c'est Ouais. quand même la grosse diff. Faut se lever, sortir. Bah, c'est vrai que tu vois, typiquement en ce moment, il fait froid, il fait nuit, j'hiberne. Je vais pas voir d'expo, hein, clairement, non. Et t'as découvert des artistes du coup qui t'ont marqué? Oui, plein. Là, la première qui me vient en tête, c'est il y a 1 an et demi à Arles, j'ai découvert Dolores Mara, qui est une photographe qui est pas toute jeune, qui fait des photos depuis très longtemps. Et je suis tombée amoureuse de son travail. Elle a justement un travail sur un petit peu le flou et beaucoup les couleurs. Donc, si vous voyez mes images, Ce que j'allais dire, on va en parler juste après, je Ouais. pense, un peu de ton style. mais sauf que elle, c'est à l'argentique et il y a aucune retouche. Donc c'est juste bluffant. Voilà, allez voir le travail de Dolores Mara, c'est magnifique. Ouais, parce que c'est la grosse différence, enfin, une des principales différences, j'imagine, entre l'argentique et le numérique. Quand t'as le numérique, t'as vraiment une maîtrise de l'image qui est très poussée, alors que l'argentique, il y a ce côté, on en revient un peu, où il faut que ça soit un peu bon au début, même si tu Ouais. peux retoucher, t'as des techniques aussi au moment où tu développes. Mais moi, j'essaye aussi d'aller plus vers ça. Enfin, tu vois, mais dans les effets que je fais, il y en a plein. Enfin, c'est fait pendant le shooting et après, je les retravaille énormément en retouche. Mais par contre, je trouve pas qu'il y en ait un qui soit mieux ou moins bien que l'autre parce que je pense qu'il y a beaucoup cette vision, surtout d'anciens photographes. Tu as même des vieux photographes qui vont te dire non, mais il faut pas, tu retouches pas ta photo en fait. Enfin, tu recadres pas. Alors, Ah oui. interdiction de recadrer. Bah, Ta photo, elle doit être parfaite au début. Mais en fait, on a des outils de ouf à disposition. Pourquoi on s'en servirait pas, quoi? Enfin, Tu parlais un peu de ton style, où effectivement, t'as du flou, t'as de la couleur. C'est arrivé quand, ce choix-là? Comment tu en arrives à là? C'est un jour, tu tremblais trop et tu t'es dit, putain, c'est vraiment pas mal, en fait? non, je pense que comme pas mal de jeunes photographes, à un moment, j'ai testé le light painting. Et, enfin, le light painting. Et après, le light painting. En fait, j'ai commencé à... Light painting, Oui. pour expliquer rapidement pour celles et ceux qui n'auraient pas, tu peux dire Ouais. un mot dessus. C'est le fait de faire une photo en pause longue. Donc en fait, une photo, elle peut être prise très rapidement ou elle peut être prise pendant 1, 2, 10 secondes, 30 secondes. Et par exemple, on peut faire des photos la nuit, on met l'appareil photo sur un trépied et là, on passe de la lumière devant l'objectif et on peut écrire des choses. Enfin voilà, on fait de la peinture avec de la lumière. C'est ça le light painting. Ouais, Et- ça permet de dessiner Ouais. sur la photo avec la lumière. un Ouais. petit peu. Et donc, bon, ça, j'ai fait ça quand j'étais vraiment plus jeune. Et là, c'est pas exactement ça, mais en portrait, tu vois, j'ai fait de la pose longue où je demandais à la personne de prendre 3 positions et puis je l'éclairais avec des lumières différentes à différents endroits. Enfin, tu vois, j'ai testé plein de choses comme ça. Après, je suis revenue à des portraits plus classiques avec des fonds colorés que j'avais achetés pour faire les photos chez moi. Et après, quand j'ai fait cette fameuse formation au Gobelin pendant 2 mois, là, j'ai vraiment, en fait, je connaissais très peu Photoshop et là, on a eu 2 semaines de formation que sur Photoshop et ça m'a ouvert des portes incroyables et j'ai adoré. Du coup, en fait, je sais pas, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de tests. Mais en fait, j'ai toujours été attirée par l'expérimentation et la pose longue, ça permet d'expérimenter et de faire des choses un peu rigolotes, quoi. Donc, Comment tu prépares ça? je sais de plus en plus quelles couleurs vont fonctionner ensemble, suivant le résultat que j'ai sur le moment, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Mais moi, ce que j'adore dans cette pratique, c'est que ça laisse aussi une petite ou grande place au hasard et que je peux faire plein de retouches différentes. Enfin, j'expérimente beaucoup aussi pendant la retouche. Et du coup, ouais, c'est un mix des deux, quoi. Mais je laisse quand même une place au hasard et qui... De toute façon, c'est compliqué en pose longue de prévoir exactement ce que ça va donner. Parce qu'en fait, je prends la photo et ensuite je bouge mon appareil. Ouais. Ça fait toujours beaucoup rire les personnes au début quand je les prends en photo. Et du coup, en fait, je peux faire des mouvements. Je vois le mouvement en fonction de comment je le fais. Est-ce que je refais pareil ou est-ce que je fais un peu différent? J'arrive quand même à contrôler un peu ça. Mais bon, ça reste un peu aléatoire, quoi. Quand tu dis tu bouges, là, tu bouges vraiment à la main, Ouais. genre dans l'espace. Oui, Ouais, je remue mon appareil photo Ok. dans l'espace, ouais. T'as pas ce truc, non, parce que j'ai vu notamment sur Insta, je sais plus qui c'était, j'ai évidemment toujours ma mémoire des noms défaillante, mais qui faisait des espèces de paysages inversés où t'avais le même paysage en haut, en bas, et elle tournait son appareil, mais elle avait tout un système qui permettait d'avoir exactement la bonne rotation pour reprendre la même pose, mais en inversé. Enfin,
voilà, des trucs très complexes. Non, toi, c'est plus à la mano. Ouais, ok. oui. Il n'y a pas des mouvements que tu t'es dit, tiens, celui-là, il est vraiment bien, je vais en faire je vais imprimer en 3D un rail qui va refaire exactement. Ah oui, non, bah en fait, moi, je sais un peu je pense que je refais un petit peu les mêmes mouvements. Je sais un peu ce qui fonctionne, quoi. Mais j'ai envie que ce soit moi qui le fasse, pas un appareil. On parle de laisser un peu de place au hasard. À ton avis, tu dirais qu'une bonne photo chez toi, quand tu la prends, elle dépend à combien du moment où tu l'as prise ou de la retouche? Plus basiquement, est-ce que tu arrives à faire une bonne photo avec de la retouche d'une photo que tu trouves ratée, ou tu te dis c'est pas ça que je voulais, mais je vais retoucher et ça va le faire? Ou est-ce que c'est plutôt non, mais il faut que la photo de départ soit bonne et la retouche, c'est juste parce que je veux aller plus loin dans mon idée, je veux la projeter quelque part, mais la photo de base était réussie déjà à cet endroit-là? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le ou la modèle, la pose, tout ça, ce soit réussi. Ça, je peux pas le... Pas encore, arrive l'IA. Oui, mais non, pas l'IA. Enfin, l'IA est très pratique pour détourer des sujets, C'est tout vrai, ça. ça va tellement plus vite. Voilà, mais par contre, non, le Non, reste, l'IA j'ai envie créative, de... évidemment, Ouais. on brûle tout ça. Mais donc, ouais, je veux que ma modèle soit bien, mais après, les effets visuels, bah, je refais toujours plein de fois pour m'assurer d'avoir des effets, enfin, d'avoir ce qui va fonctionner, quoi. Mais non, il faut quand même que la photo soit réussie à la base. Oui. Après, c'est arrivé quand même plein de fois que je me dise sur des photos, ouais, bof, et puis en fait, avec la retouche, ça pète quand même. Parce que, oui, moi, je dirais que c'est quand même 40% de mon travail, c'est la retouche, quoi. T'as une photo ou une série de photos que tu préfères, toi, de ce que t'as fait, et que tu dis, c'est ça qui me représente le mieux? Bah, là, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, mais j'ai eu toute une période où j'ai fait des photos sous l'eau. Et justement, je suis un peu retournée voir mes tirages qui encombrent mes placards chez moi tout à l'heure. Et j'ai fait toute une série à un moment donné de photos sous l'eau en pose longue. Et j'adore ces photos. Je me suis déjà éclatée à le faire. Je suis poisson, donc... Et j'aimerais bien en refaire, c'est juste que c'est vraiment matériellement compliqué. Faut un boîtier spécial, faut une piscine. En hiver, il fait froid. Enfin, vraiment, mais vraiment, ouais, ces photos, j'adorais les faire. Et ça représentait quoi? Moi, il y a toujours un rapport au corps, au fait que les femmes se réapproprient leur corps, la vision de leur corps, tout ça. Et du coup, ouais. Elle est sur ton site, la série? Je suis en train de me demander. Il y a une série sous l'eau C'est une qui est sur série mon sous l'eau, en site tout qui cas. s'appelle Créature. Oui, c'est ça. Là, qui est très retravaillée en négatif et tout. Et les autres, en fait, il y en a quelques-unes, je crois, dans mon portfolio sur ma page d'accueil. Et sinon, il faut aller fouiller dans mon Instagram, mais il y a du coup 2 ans, je pense. Ouais. Mais c'est parfait. Les auditeuristes ont du temps après, entre 2 épisodes du podcast et de la série, et des projets à venir un petit peu qui t'excitent. Ouais, carrément. Là, depuis quelques mois, je travaille sur une nouvelle série. C'est la première fois que je travaille sur une série qui me prend autant de temps, parce que je prévois de la faire jusqu'à au moins le mois de juin. Et c'est une série sur le coming in des femmes bi et lesbiennes. Donc le coming in, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est le moment, contrairement au coming out, où les personnes disent à leur entourage et au monde qu'elles sont lesbiennes ou bi, ou enfin voilà. Là, le coming in, c'est le moment où on se le dit à soi. Et donc, je suis en train de le faire parce que j'ai déjà fait 7 séances photo. L'idée, c'est de mettre en image ces histoires, ces parcours de vie qui sont tous différents et intéressants. Et même s'il y a des choses parfois un peu compliquées, difficiles, mais c'est quand même très joyeux. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Où est-ce qu'on pourra le voir? C'est quelque chose qui sera en ligne? C'est pour des objectifs d'expo? C'est comment? Alors, d'habitude, je me lance dans des séries sans trop savoir ce que je vais en faire, plutôt en me disant... Enfin, parce que j'ai plein d'idées, je fais plein de trucs et des fois, je me lance un peu trop vite. Enfin, bon. Et du coup, j'ai plein de séries, il faudrait que j'en fasse quelque chose. Bon, j'ai déjà fait des expos. Mais cette série, je me suis dit que j'avais envie de faire un livre. Donc, avis, s'il y a des éditrices ou éditeurs qui nous écoutent, voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup faire un livre avec cette série. Et après, tout ce qui est possible de faire, des expositions, vendre à des magazines ou à la presse, quoi.
Et puis, je pense que j'en mettrai quelques-unes sur Internet. Tu disais juste tout à l'heure que tu venais d'être contacté par Le Temps pour un reportage. Ouais. C'est quoi la différence entre prendre en photo quelqu'un et prendre en photo pour un reportage ? J'ai l'impression, dans mon regard de néophyte, que c'est pas du tout la même manière de regarder justement un décor qu'une personne, parce que déjà le décor il bouge pas. Tu peux pas lui dire essaye un petit peu plus, un peu plus rouge les feuilles mortes s'il te plaît. Non, comment t'appréhendes l'espace, enfin ces photos, tu vois une différence dans ta pratique ? Oui, bien sûr. Quand c'est un lieu ou des objets, c'est à moi de bouger pour trouver le bon angle, la bonne lumière. Oui, c'est différent. Après, moi, j'apprécie vraiment les deux. Là, c'est vraiment réussir à rendre compte en, je sais pas, quelques dizaines de photos de l'atmosphère du lieu ou de l'activité qu'on photographie. Il y a une recherche aussi. Le portrait est très artistique et il y a une recherche dans le portrait. Mais là, il y a justement comment mettre en valeur tel ou tel objet. C'est un autre challenge que je trouve tout aussi intéressant. Tu t'autorises leur cadrage ? Oui. On le dira pas. Eh bien, écoute, si ça te va, je te propose qu'on passe au quiz. Ouais. Pioche une carte. Pour commencer, on va s'en faire chacun une question, chacun son tour. On ne compte absolument pas les points, parce que je pense qu'à la fin, je ferai peut-être le compte de mon point contre tous les invités réunis, mes points, pardon, contre tous les invités réunis, en espérant avoir un score à peu près décent. Et puis, je te pose la première, et puis on fait chacun son tour. Ça te va ? Ouais. Quel était le dernier friend à être au courant à propos de Chandler et Monica ? Ça tombe bien, c'est hyper facile. c'est le moment que tu préfères de la série. C'est Ross, bien sûr. C'est Ross, évidemment. Je vérifie. Je sais pas pourquoi je vérifie. Un peu facile, celle-là. J'adore cette première question. D'après Rachel, quels pays ont combattu les soldats américains pendant la Première Guerre mondiale ? Mexico ? Oui. Quel aliment Parker veut-il que Phoebe mange ? Ah, oui, une moule. Non, une huître. Une huître, oh là là, c'était limite, c'est accordé. Alors, quel animal a attaqué Ross pendant une coupure générale de courant ? Un chat, mais c'est même le chat de Paolo. Oui. Quelle est la particularité du bébé qui se prénomme Chandler ? Ah, c'est une fille. C'est une fille, évidemment. Quels friends aiment la purée avec des grumeaux ? Ah ouais, c'est dur, hein, parce qu'ils ils ont tous leur, leur truc. Ouais. Je pense que c'est Ross. Oui, bravo. Quelle est la couleur de la salle de bain de Monica ? Le sol, c'est un carrelage noir et blanc. Oui. Qui est refait par Joey. Oui. Rappelons-le. Mais c'est la couleur des murs qu'on cherche. J'imagine c'est la couleur des murs. Ouais, J'ai pas regardé la réponse encore. Je vais dire vert. Ou bleu. Bleu. Ah. Écoute, vas-y, ça marche. En plus, mon premier instinct, c'était bleu. Il faut toujours écouter. J'aurais dit rose, tu vois. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Mais vraiment, c'est le violet, je pense, de l'appartement qui me fait dire... Lorsque Chandler panique avant son mariage, que dit le mot qu'il laisse pour Monica ? Je suis désolé, je le fais en anglais, mais Tell Monica I'm sorry. Et il le passe... je crois que c'est Ross qui le passe à Phoebe. Et Phoebe répond... Tell her yourself. Oui. Qu'est-ce qu'elle est drôle. Elle est vraiment tellement drôle. Tellement, tellement drôle. Qui a-t-il marqué sur la boîte de cookies dans l'appartement de Monica ? On parle pas de la recette. Non, on parle pas de la recette. J'ai cru en lisant la question que ça allait être ça. Et après, je me suis dit non, c'est vrai qu'elle a une jar of cookies. Et... J'en ai aucune idée. J'en avais aucune idée non plus. C'est Cookie Time. Et je vais chercher à voir dans les épisodes si on arrive à le lire distinctement à un moment, j'imagine. Parce que... Mais tu vois, c'est bien la preuve. Qu'on regarde pas assez. Oui, exactement. C'est bon. Mais moi, à chaque fois que je joue à ce jeu, je suis là, genre, j'ai pas eu 100%. Il m'en manque. Lequel des garçons a embrassé un autre garçon à Atlantic City ? Ah oui. Ah bah Joey. Non. J'ai pas regardé. Attends, je vérifie la réponse, mais oui, non. Ah ouais. Joey, c'est en arrivant à New York.
Ah oui, Il quand dit il dit quand, elle avait une... biggest, ouais. Adam Apple. Bah, du coup, c'est Chandler. C'est Chandler, Ouais. effectivement. Il y a beaucoup d'homoérotisme hein, quand même dans cette série, alors qu'ils font que des réflexions homophobes tout le temps. Et ouais, Mais- et pourtant, les siestes, parlons un peu des Ouais. siestes Ross, Joey. Tout à Et fait. ils ont l'air d'apprécier. D'ailleurs, j'ai oublié de dire un truc, c'est que moi, je regarde les épisodes depuis quelques années en version uncut. Oui. Tu connais? Ouais, alors Mais- je les ai sur un disque dur là. Ouais. Ça change tout. Non, ça change 10 secondes à 1 minute par épisode. Ouais. Quoi. Enfin, à 1 minute, t'as quand même un épisode où il y a toute une intrigue sur Rachel qui a sauté dans la C'est version. lequel ? Je sais plus c'est quel épisode, mais l'intrigue, c'est que Rachel, elle apprend à faire des trucs toute seule et au final, Oui. elle va au resto toute seule et elle adore être toute seule. Et à la fin, ça la fait passer pour une folle aux yeux d'un mec parce que bon. Oui, Voilà. c'est vrai que Et je ne la vois plus sur Netflix, ces scènes-là. Ah ben non, mais moi, ça c'était n'a la jamais première fois été. que je l'ai vu, c'est vraiment il y a, je sais pas, 1 an et demi quand j'ai téléchargé la version uncut. Et vraiment, et en fait, quand on regarde la série en non-stop, et ben c'est un vent d'air frais de Alors, regarder la version uncut. ouais, c'est rigolo parce que j'ai d'abord eu les DVD, puis après j'ai eu une version téléchargée qui se trouve être la version uncut. Et c'est quand je suis repassé à Netflix il y a quelques années où à chaque épisode j'étais en mode genre, ils ont coupé avant la blague. Et tu sais, t'avais plein de moments où c'était tellement entré dans ma tête Ouais. que j'arrivais sur Netflix et je disais mais il me manque une balle. Mm. J'ai des mots qui sont dans la bouche là que je peux pas dire parce que des fois je dis les blagues à leur place et ça n'arrivait pas. Et depuis, puisque je regardais sur Netflix jusqu'à ce que ça disparaisse de Netflix, en fait je crois que j'ai oublié un peu tous ces moments là. J'en ai quelques-uns qui me restent, mais du coup faut que je Bah me oui, remette, c'est là. l'occasion là. Ouais, c'est l'occasion. Ouais. Et on peut trouver sur Internet, il y a tous les scripts uncut aussi, qui sont disponibles et qui permettent d'avoir des blagues supplémentaires quoi, Eh oui. qui ne sont pas passées. Bah écoute, merci beaucoup. On a réussi pas mal, je trouve. Ouais. Je sais pas quand ce que même, t'en hein. penses. Ouais, ouais. T'avais déjà On fait était- des jeux Friends comme ça ou Non. pas ? Non, t'en as pas. Non, mais par contre, avec ma copine Séverine, notamment, dès qu'il se passe un truc qui nous fait penser à Friends, on se regarde, on fait tu sais, oui, et on n'a rien besoin de se dire. Évidemment. Donc, c'est un peu un espèce de quiz géant dans la vie. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. J'aimerais qu'on profite un petit peu de cette fin d'épisode pour parler d'Agapé. Ah bah avec plaisir. Si tu as envie. Oui. Je ne te force pas, parce que tu n'es pas que photographe. Non. Tu as aussi un podcast. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, donc ça s'appelle Agapé et les autres. Ça fera bientôt 2 ans qu'il existe. Et c'est un podcast qui parle des relations amicales, amoureuses et familiales qui sortent des normes. Et voilà. Très bien. Ça t'est venu d'où l'envie de le faire ? Ça faisait quelques temps que j'avais envie... À la base, je m'étais dit d'écrire sur le sujet. Je m'étais dit, je vais faire un livre qui va parler un peu de tous les aspects de la vie. Parce que moi, je veux pas me marier, je veux pas vivre en couple, je veux pas avoir d'enfants. Et du coup, j'avais envie de parler d'autres manières de vivre que celle qui est considérée comme la norme. Et puis, évidemment, je n'ai jamais écrit ce livre parce que c'est dur d'écrire un livre. C'est du travail. Ouais. Et que je ne suis pas autrice, même si j'aime bien écrire comme ça. Mais... Sauf pour Et- Phoebe, qui en écrit beaucoup. Oui, c'est vrai. Et un jour, je me baladais avec une amie à Lyon et on parlait elle vivait une relation, enfin voilà, qui sortait des normes, tout ça. On discutait et je me suis dit, mais faudrait enregistrer notre conversation. Et voilà, je me suis dit, je vais faire un podcast. Et puis 6 mois après, Agapé était né. Et t'es né depuis 2 ans, donc un certain nombre d'épisodes. Je ne sais Ouais, plus une à combien. vingtaine. Avec des rencontres. C'est des gens que tu connais à la base ou c'est des gens que tu as rencontrés pour le podcast ? Il y a les deux. Oui, il y a pas. Bah, c'est aussi beaucoup le bouche à oreille. Hein. J'ai peut-être eu 1 ou 2 épisodes où c'est des personnes qui m'ont contacté via des appels à témoignages que j'ai faits, mais c'est beaucoup soit des gens que je connais plus ou moins bien, soit des gens que je connais, enfin, tu vois, de connaissances. Voilà. Et quelque part, la série dont tu parlais, Coming In, pour moi, suivant Agapé et ayant découvert ton travail photo via Agapé, finalement, il y a ce côté où j'ai l'impression que Coming In, c'est un peu un petit bout d'Agapé, dans la manière dont tu le présentes, en tout cas, et dont on parle, parce qu'il y a ce truc de témoignage quoi, qui revient. Je ne sais pas si tu l'as pensé comme ça aussi ou pas.
Alors moi, j'ai toujours bien aimé mettre des témoignages dans mes séries photos. C'est pas le cas de toutes, mais quand même un certain nombre. D'accord. Donc oui, j'adore le témoignage. J'ai fait aussi l'année dernière une série photo sur les amitiés entre filles à l'adolescence. Je me suis dit, je commence à me rapprocher un petit peu d'Agapé. En fait, je me suis toujours dit qu'à un moment donné, les deux allaient se mélanger parce que, pourquoi pas. Après, là, typiquement, je me suis posé la question pour cette série photo de est-ce que j'en profite pour enregistrer les personnes et les intégrer à Agapé. Mais c'est quand même un projet déjà assez lourd en soi, assez lourd. Ça me prend beaucoup de temps. Du coup, si en plus je devais faire un épisode avec chaque personne que je photographie, je ne serais pas sortie de l'auberge. Et j'encourage les auditeuristes à aller écouter Agapé s'il est question de relations amicales, amoureuses, familiales aussi. Vous intéresse, il y a plein de témoignages très chouettes, très intéressants et qui permettent d'ouvrir un peu des portes. Et si je peux juste ajouter, jusqu'à présent, c'était uniquement des témoignages et quelques épisodes de mini-réflexions où c'est juste moi qui parle dans le micro. Mais là, je commence un nouveau format qui sera plus des sortes de tables rondes, vraiment des espèces de réflexions à propos d'un sujet. Donc, qui sort un peu quand même du témoignage. Et voilà, je vais intégrer ce nouveau format tout en gardant les témoignages. Mais là, c'est les prochains épisodes que je vais enregistrer. Ce sera sous ce format-là. On écoutera ça avec attention et on ira regarder tes photos. Si on veut voir tes photos, du coup, le mieux, c'est quoi ? C'est Insta Oui. Pour l'instant, toujours. Oui, j'ai pas envie de faire de la pub à Meta, mais donc mon Instagram, c'est alice.murillo.photo. Il y a mon site internet, alicemurillo.fr. Et voilà. Alors là, je me suis créé un compte Mastodon et Blue Sky. Il faut que je teste PixelFed. Je pense qu'il va y avoir une phase un peu transitoire pour tout le monde avant que quelque chose émerge ou pas. Ouais. On espère que quelque chose émergera et que ça ne sera pas un fasciste à sa tête. Ce qui est de plus en plus rare par les temps qui courent, donc croisons les doigts. Et si jamais on veut un portrait de toi, on peut m'écrire, il y a mon mail sur mon site. On peut passer par Insta, mais sinon, mon mail, c'est très bien. On peut les offrir aussi. On peut offrir des séances photos aux gens. Oui, tout à fait, bien sûr. C'est un beau cadeau. Je le dis parce qu'on m'en a offert une et que c'était vraiment très très bien. C'était un bon... Bon, ce n'était pas avec toi, mais du coup... L'appel est lancé le 5 août, je rappelle. Merci beaucoup, Alice, d'avoir été avec moi. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, c'était très chouette. Très bien. Et puis, je vais te laisser retourner à Friends, parce que là, ça fait plus d'1 heure qu'on n'a pas regardé. Mais je suis en manque. Je comprends, moi aussi. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, comme d'habitude, abonne-toi au podcast, quelle que soit ta plateforme d'écoute, mets des étoiles si tu peux et partage si tu as envie. Tu peux aussi suivre le compte Instagram friendzone.podcast pour suivre l'actualité de l'émission. Comme tu as pu le constater, cet épisode a eu du retard et je prie Alice de m'en excuser. Friendzone fait une petite pause, le temps pour moi de trouver de nouveaux et nouvelles fans à rencontrer avec des histoires à partager. D'ailleurs, si toi aussi il t'est arrivé quelque chose comme dans Friends, ou si tu connais des personnes qui sont fans de la série et qui ont une aventure qui lui fait écho, déjà parle-leur du podcast, mais surtout écris-moi sur Instagram pour les partager au micro. Merci d'être à l'écoute, je t'embrasse et je te dis à très bientôt dans Friendzone.